Quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil. Aracaille, la 13e, oui, la 13e, 1, 3, comme dirait notre camarade Jean, 1 comme 1 et 3 comme 3, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et ça, on ne vous le répétera jamais assez, d'ailleurs ça coûte pas très cher, donc on peut en abuser. Ce matin, nous recevons à cette table de studio, en compagnie de Jean-Christophe au son, enfin au studio, à la régie. À la cage, bonjour. À la cage. Jean, tu nous salues pas, non? Salut. Oh là là, il se la joue, ouais. Et puis Maxime. Bonjour. Frédéric. Bonjour. Frédéric Moret, éditeur de polar, de fiction, d'objets livres, très beau, qui a édité entre autres le bouquin de notre camarade Igor, qui n'est pas là ce matin, qui est souffrant, qui est dans son petit lit en train d'essayer de récupérer ou de chasser une migraine tenace, et qui s'appelle, ce bouquin, tu peux nous rappeler? Sur la piste de loup des Carpates. Voilà, un texte, enfin des images sur sa vie dans Paris, quand il n'avait pas de quoi se foutre un toit sur la tête. Bien. Donc toujours dans ces émissions, on cause dans le poste de l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, l'artiste et l'engagement politique, l'artiste et la religion, l'artiste et la société, l'artiste et la science, l'artiste et l'autorité, l'histoire, l'avenir, l'actualité. Ce matin, ça sera tout ça pour un éditeur, on dira l'éditeur dans la société, l'éditeur en dehors de celle-ci, l'éditeur et l'engagement politique, l'éditeur et la religion, l'éditeur et la société, et la science et l'autorité. Quel programme. Tout un programme. Pourquoi il sort du studio? Bon, je Frédéric, non, tu peux rester, c'est pas. On va causer de toi ce matin. T'as quelque chose sur le feu pour on va faire un gros bisou à Igor. À Igor, ouais, tout à fait. Un gros bisou à Igor. Et puis un gros bisou à Odile aussi, qui, on pense bien à toi. Là-bas dans ta Bretagne natale, on espère que tout va bien et tout ira encore mieux demain. Voilà. Salut Odile, on t'embrasse. Et aussi, alors une petite annonce. Déjà, le numéro de téléphone du studio, vous le rappelle en ce début d'émission, si vous avez des choses à dire, vous pouvez le faire au 01 43 71 89 40. 01 43 71 89 40. Et puis une annonce aussi pour un concert-événement du printemps 2009 à travers 2 concerts exceptionnels. C'est au New Morning. Le New Morning, vous connaissez. Enfin bon, je peux vous donner son pas du New Morning, mais en tout cas l'adresse où vous pourrez avoir toutes les infos sur cet événement artistique, http://www. Je te dis quoi en un seul mot, jtedisqui.fr. Cet événement s'appelle pour nom l'Esprit Béranger. Et un petit texte, là, vite fait, que je vous livre, brut de décoffrage. L'Esprit Béranger n'est pas un concert hommage, même si les vieux fans y retrouvent tous les ressorts
de la période dorée 73-80, vous vous souvenez. Il y avait beaucoup de fleurs, là, on se mettait tout nu sur les plages et tout. C'est un spectacle résolument d'aujourd'hui, bien vivant, distillant les œuvres de François Béranger, chanteur sensible, courageux, indépendant et engagé, partant à la conquête d'un public cherchant du nouveau dans le paysage de la chanson française et des musiques actuelles. Faisons comme si que, aurait dit l'autre, tout cela contribue résolument à participer au présent. Donc c'est au New Morning à partir du 2 avril. Et si vous allez sur le site dont je vous ai donné l'adresse et dont je vous redonne l'adresse, http://www, je te dis quoi en un seul mot, jtedisquoi.fr, parce que si vous allez sur ce site, vous aurez la possibilité de réserver votre place et elle vous coûtera 12 euros au lieu de 19 à la Fnac ou dans des endroits comme ça où d'habitude on loue les places, quoi. Parce que si vous voulez, les gens qui organisent ce spectacle tiennent absolument à ce que les prix soient supportables pour les bourses un peu plates. Et donc ils ont trouvé ce moyen un peu détourné pour contourner justement les gens qui louent les billets normalement à des prix prohibitifs. Voilà. Et je peux vous dire que normalement ça devrait déménager, mais je vous en raconterai plus la prochaine fois. Malheureusement, la prochaine fois, le spectacle sera terminé. Alors donc, je l'ai pas vu, mais j'ai sur le site dont je vous parle, http://www, je te dis quoi en un seul mot.fr, vous aurez toutes les informations qui pourraient vous rassurer quant à la qualité de la prestation. Voilà. Je vous rappelle aussi que nous avons une librairie, la librairie Publico, 145 rue Amelot dans le 11e, où vous pouvez trouver toute la littérature anarchiste et autres que vous voulez. Entre autres, un polar qui vient de sortir, qui a été écrit par un nanar, et qui concerne un meurtre à la librairie Publico. Vous avez aussi le Monde Libertaire, c'est l'organe de presse de la Fédération anarchiste. Là, il y en a que je gave en ce moment. Mais qui est le seul journal à peu près lisible actuellement, qui soit vendu dans les kiosques parisiens et sur abonnement. Par abonnement, si l'abonnement c'est mieux parce que ça rapporte plus de thunes au journal. Vous savez que dans quand c'est les NMPP qui s'occupent de ça, il y a pas mal de choses qui disparaissent parce que bon, pour des raisons, voilà, il y a un peu, comment on appelle ça, là, les choses qui vont, qui se perdent, quoi. Bon, puis ça coûte des sous et puis voilà, c'est moins rentable. Voilà, j'ai tout dit. Maintenant, je passe la parole à Jean qui a plein de choses à vous raconter, je crois. Oui, je rappelle que l'émission a ouvert un blog sur lequel vous pouvez trouver tous les liens vers les musiques que Jean-Christophe a la bonté de nous faire écouter pendant l'émission. Il est en train de manger. Mais les liens aussi vers les textes que je peux lire ou les histoires d'Igor, les tableaux relatifs aux histoires que je peux raconter. Enfin bon, je vais vous redonner l'adresse, c'est arracaille.blogspot.com. Je vais faire plaisir à Robert, je vais vous l'épeler. http://arracaille.blogspot.com. Mais t'as pas dit les 3W, t'as pas parlé des 3W? Non, il n'existe pas, là. Alors, donc, pas de 3W, hein. Surtout pas les 3W. Surtout pas de W, hein. Ah, non, ces trois connards, là, on peut avoir la casquette des W. Voilà, et puis, la semaine dernière, je vous ai parlé, il n'y a pas grand chose cette semaine, hein, mais la semaine dernière, je vous ai parlé d'un nouvel animal qui avait été identifié, trouvé dans le désert, dont les scientifiques se demandaient si il n'allait pas disparaître aussi vite qu'il était apparu, le sarc-autruche. Alors cette semaine, c'est un moustique qui a été découvert. Alors il est minuscule, hein, il a été repéré cette semaine en Afrique. Il se baladait du côté de l'Afrique, et les scientifiques l'ont baptisé le sarcose. Et alors il a été repéré, il était en train, alors il faut faire très attention, hein, parce que manifestement il est minuscule, mais très très virulent,
il peut vous filer un chikungunya à tuer un éléphant. Et alors il a été repéré, il se dirigeait vers un point d'eau à la tombée du jour. Et apparemment il y avait là une éléphante assez gigantesque qui était en train de se restaurer. En arrivant, directement sur cette paire de fesses, le Sarkoz s'est demandé s'il allait pas consommer le dessert avant le plat de résistance. Et donc, ce Rusto, sans demander la permission, ce Rusto s'est introduit. Et au moment précis où il s'introduisait, il y a un crocodile, mais ça, le Sarkoz pouvait pas le voir parce que il était évidemment masqué par les gigantesques fesses de l'éléphante. Il y a un crocodile qui a sauté hors de l'eau, qui a attrapé la trompe de l'éléphante et qui a serré violemment la trompe de l'éléphante dans ses mâchoires. Alors évidemment, elle a poussé un hurlement à l'instant précis où le Sarkoz s'introduisait. Et le Sarkoz a évidemment pris ça pour lui. Donc, avec sa légèreté habituelle, il a crié « Crie, salope !» Le Sarkoz, n'oubliez pas, tout petit mais très très virulent. Excellent. Tu peux poursuivre dans cette veine. Non, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Et pour le pape, il n'y a pas de... Non, le pape, là, c'est tellement lamentable. Non, mais tu pourrais donner l'adresse du blog où paraissent tes cartoons. Il y en a un sur le pape qui est pas triste du tout. Ah, oui, d'accord. Oui, effectivement. Alors ça, c'est http //jym.blog, c'est le même, spot.com. Voilà, et là vous pourrez voir, il y a le dernier cartoon de Jim qui concerne le pape, qui s'adresse à son Führer et sur l'avenir des petits Africains privés de préservatifs, etc., etc., etc. Ça, c'est des dessins que je fais avec mon frère Yves, que je salue au passage. Salut Yves. Pas mal le dernier, hein. Ça a dû enchanter le Vatican. Bien, on va poursuivre après la pause musicale qui va arriver dans quelques secondes. Je sens que Jean-Christophe est impatient de nous faire entendre la musique qu'il a choisie pour vous aujourd'hui. Nous poursuivrons donc avec Frédéric Moret, éditeur, un jeune éditeur dynamique, avec des grandes dents bien affûtées, qui raye le plancher. D'ailleurs ici, on a le lino qu'on a pris un méchant coup. Non, je déconne. Non, il est très sympathique. Enfin, apparemment, en tout cas. Voilà. Mais méfie-toi. Oui, l'éditeur d'Igor, d'ailleurs. Hein, l'éditeur de notre camarade Igor, qui aujourd'hui est malheureusement pas là. Donc, on sera privé de sa petite histoire, qui nous file un coup de bourdon terrible à chaque fois. Mais enfin, bon, ça fait partie de la vie aussi. Hein. Voilà. Donc, à tout à l'heure, dans quelques secondes, après cette musique merveilleuse que va nous foutre dans les oreilles Jean-Christophe. C'est vrai qu'il nous manque vite, Igor, avec ses histoires mélancoliques, ça fait quand même du bien, ça nous rappelle que la vie est belle quand même, des fois, à côté de tout ça. Et alors je me disais, comme on est une émission exclusivement entre hommes, pour une fois, j'ai trouvé PJ Harvey pour nous accompagner, qu'on aura peut-être le plaisir d'avoir un jour dans notre émission en invité. Pete Gervais. PJ Harvey. PJ Harvey, ouais. C'est une grande dame, très sexy, ça te plairait beaucoup, Robert, je crois. Ouais. Oui, Jean-Christophe.
À Racaille, toujours, on est toujours là, oui, on a retenu Frédéric Moret, on l'a collé, scotché à sa chaise. Non, c'est une grosse plaisanterie toute bête. Donc Frédéric Moret à Racaille, sur Radio Libertaire, je vous répète la formule consacrée pour que je rentre bien dans votre petite tête de bois. La voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Voilà. Bonjour Frédéric. Alors, Bonjour. Frédéric, les éditions Zinc. Est-ce que tu peux, on va pas tartiner sur ton ego. J'en ai pas. Ça tombe bien. Mais J'ai perdu en route. ouais, tu es éditeur, tu es jeune pour être éditeur. Très très jeune. Très très jeune. Ouais. C'est une maison d'édition jeune aussi. Oui. Oui. 5 ans. 5 ans, oui. Enfin, si t'as passé le cap des 2-3 premières années, maintenant c'est parti, ça roule. Oui, ça va. Ça va. Bon, on n'a aucun salarié, donc ça peut continuer longtemps. Ah, vous avez aucun salarié? Non, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. C'est du temps libre. Fabuleux. Mais c'est un fonctionnement qui me ravit, parce que c'est la première fois que j'entends un éditeur bénévole, oui. Ah, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Ouais. Tu peux nous en citer un autre, là, ou 2 autres? Non. Je ne suis pas la concurrence. Bon. Désolé. Tout de suite, là. Bon. Et pourquoi le bénévolat? Parce que autrement c'est la merde, c'est trop cher, c'est trop. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le bénévolat? Oui, parce que pour se payer, il faut des sous, et nous, on n'en a pas. Donc non, bénévolat parce que c'est pas une activité principale. J'ai un métier à côté qui est graphiste. Ouais. Et quand je veux prendre un peu de temps, travailler sans commande et sans obligation, je fais de l'édition. Donc c'est un espace de liberté professionnelle, on va dire, mais qui nourrit pas son homme, donc il faut travailler à côté. D'accord. Et c'est une formule qui finalement est pas mal, parce que je fais ça quand j'ai le temps, je sors un livre quand j'ai le temps. C'est-à-dire pas souvent. On sort 1 ou 2 livres par an, mais j'ai pas les contraintes de rentabilité, ou en tout cas j'ai pas un chiffre d'affaires à fournir pour pouvoir fonctionner, puisque j'ai mon salaire qui tombe indépendamment de Zinc Édition. Donc voilà, ça c'est pratique. Mais quand même, les livres que tu édites, j'ai vu. Enfin, est-ce que tu peux donner le nom de ton adresse du Internet? site? Oui, Internet, parce oui. que c'est parce que j'insiste là-dessus. C'est si la radio fait pas de pub pour elle-même, elle peut en faire pour ses invités. Il n'y a pas de souci. Et c'est parce que la radio montre pas d'image, et si vous allez sur le site des éditions Zinc, vous verrez ce qu'ils font, et sans vouloir faire de pub, mais je dirais que c'est vraiment le top. Oh, mais c'est gentil ça. Non. L'adresse c'est zinc-édition au pluriel.net avec les W au début. Alors Zinc, Z-I-N-C édition au pluriel. Édition pluriel, E-D-I-T-I-O-N-S. Non, mais c'est E, pareil, parce que sur le net, c'est un E sans le E. Et après? Et point .net. Et point .net. Voilà. Non, parce que quand on écoute la radio, souvent, ça va très vite, même, et personne ne retient le chose, mais vous pourrez retrouver tout ça sur le blog de l'émission, dont vous a parlé tout à l'heure, Jean, et puis on vous en reparlera, enfin, on vous resservira le plat au cours de l'émission. On continue avec toi, Frédéric. Donc, tu disais que tu étais un éditeur bénévole, que tu travaillais en dehors de ce, comme graphiste, tu gagnais ta vie, et puis voilà. Mais quand même, la question, tu vends quand même ce que tu produis. Je vends ce que je produis. C'est une association qui a un fonctionnement commercial, c'est-à-dire que il n'y a pas de but lucratif, mais tout l'argent qui rentre dans l'association est réinjecté dans la production des livres suivants. Donc de temps en temps, on injecte, enfin c'est un peu sous perfusion, quoi, mais disons qu'on a suffisamment d'argent pour payer les éditeurs et pour payer les auteurs. Le but, c'est avant tout
c'est de faire exister des projets et si possible le plus professionnellement possible. Enfin, et donc voilà, les gens qui doivent être payés le sont, et puis toutes les bonnes volontés sont bienvenues, mais c'est vrai que disons que les livres sont en vente dans les librairies, sont répertoriés. Personne ne peut savoir que c'est un fonctionnement associatif si je le dis pas. Donc, mais ça n'a pas tellement d'importance finalement. Ça n'a pas tellement d'importance. Ça en a une pour nous parce qu'on peut de cette manière faire écouter aux auditeurs enfin leur faire au moins envisager qu'on peut fonctionner en association et produire des livres, etc. Enfin, faire de l'édition d'une manière totalement différente, pas forcément envisager ça comme un business, comme le font la plupart des éditeurs, quoi. Ça, c'est vachement important, c'est vachement intéressant. Ça peut susciter des vocations aussi. Oui, on parle de petite édition. On est vraiment dans un milieu où on produit maximum 2 livres par an, et il y a Zinc Édition, on n'est pas les seuls à faire ça. Il y a beaucoup de graphistes qui ont aussi des activités d'éditeurs. Souvent les petits éditeurs sont des graphistes, et c'est pas une exception en fait de fonctionner comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un endroit où on peut dire beaucoup de choses, l'édition, où on peut vraiment dire ce qu'on veut. Là, il y a vraiment pas de censure. Enfin, moi, j'en ai pas encore rencontré, mais bon, je suis pas non plus c'est encore une possibilité de dire des choses sans demander l'autorisation. Donc ça, c'est pas mal. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça existe, Zinc Édition, pour pouvoir montrer des projets qui peut-être sans Zinc Édition ne seraient jamais sortis des cartons. Ah, ok. Et les ventes quand même ne suffisent pas au financement et des gens qui travaillent et des coûts de fabrication, coûts de diffusion. Comment ça? Non, ça suffit pas. Non, pour l'instant ça suffit pas, parce que le problème c'est que effectivement on n'a pas énormément de titres. Pour l'instant on a peut-être 13 ou 14 titres. Donc il y a des titres qui marchent mieux que d'autres, et puis surtout qui rapportent plus, parce que par exemple le livre qu'on a édité avec Igor Kralik, donc que vous connaissez, je crois. C'est un tu peux rappeler le titre? Alors ça s'appelle Sur la piste de loup des Carpates. C'est un livre pour parler crûment, qui a coûté très cher et qui rapporte vraiment pas une thune. Mais en même temps, c'est un livre qui est important pour nous, enfin pour Zinc Édition. Je crois que c'est vraiment une démarche moi qui m'a tenu à cœur de faire ça avec Igor. Et puis on n'est plus dans un rapport numéraire. Enfin pour moi, ce qui compte, c'est d'abord que ce livre existe, et puis c'est toute la gestation un peu de ce projet avec Igor qui est pour moi intéressante. Après, c'est vrai que financièrement, si on doit parler de comment on finance le truc, c'est sûr que c'est du non-sens commercial. C'est-à-dire que si j'avais pas un métier à côté, ça serait pas possible. Ouais, et je voulais dire une chose. Oui, quand j'ai appris l'avaloir que t'avais consenti à Igor, j'étais vraiment stupéfait, parce que si tu veux, moi je connais un peu le milieu de l'édition jeunesse, en tout cas, celui-là, oui, je le connais même pas mal. Et j'avais même dit à Igor, quand il m'a annoncé l'avaloir que tu lui avais consenti, j'étais vachement, j'ai dit, mon pote, t'as du pot, parce que je veux dire, c'est le triple de ce que tu recevrais si tu faisais ça avec un éditeur dit normal. Oui, enfin, faut être honnête, Igor, c'est mon point maximum, c'est l'artiste, l'auteur qui a reçu le plus de droits d'auteur chez Zinc Édition. Mais
Parce que pour d'autres raisons, normalement je pense que je suis à peu près dans la norme, c'est-à-dire que les pourcentages qui sont totalement scandaleux, mais on peut pas faire autrement, c'est 10% de droits d'auteur. C'est beaucoup. Donc c'est pas assez, c'est avec 10% on s'en Oui, mais par rapport à l'édition normale, 10%. C'est 10% du prix TTC du livre. C'est-à-dire que quand tu achètes un livre 10 euros ou 20 euros, peu importe, chez les éditions, c'est à 10% qui reviennent aux auteurs. Alors en général, les sommes sont divisées en deux, puisque chez nous, on a toujours un auteur et un illustrateur. Donc Igor, lui, il a fait les deux. Il était auteur et illustrateur, donc il a fait. Déjà, pour commencer, un éditeur normal, comme dirait Robert, c'est hors taxe. Hein. C'est-à-dire que c'est rarement 10%. Il faut déjà être un écrivain confirmé, enfin un auteur confirmé, pardon. C'est rarement 10%, et c'est 10%, quand c'est 10%, sur le chiffre de vente hors taxe, bien sûr. Hein. D'accord. C'est pour ça que j'ai vu Igor l'autre jour fabriquer du papier. Pour boucler la chaîne complète, en fait. Non, non, c'est important. Igor, il dessine lui-même le code barre, tu sais. C'est ça. Je pense que s'il y a des jeunes auteurs ou moins jeunes, illustrateurs, tout ça qui nous écoutent et qui travaillent, je parle de l'édition jeunesse parce que l'édition générale, ça m'intéresse pas du tout. De l'édition jeunesse, et qui doivent faire des bons, ils font des bons. Dans l'édition jeunesse, parce que là, ça commence à 3%, avec pas d'avaloir en plus, ça arrive aussi, mais et ça finit à 8 pour les grandes stars. Oui, 8 pour les grandes stars, et je veux dire, et avec toutes les arnaques sur le numérique, sur l'audiovisuel, etc., les contrats, faut voir, hein, c'est assez. Ce qu'il y a, c'est que nous, on fait des tirages qui sont microscopiques. On fait, ça va de 500 à 1500. C'est-à-dire que sur l'ensemble, ça reste quand même assez modeste. Et si on fait 10%, finalement, ça fait pas énormément d'argent par rapport au travail que ça représente. Surtout, pour les illustrateurs, je pense que pour les auteurs, c'est peut-être. On peut pas compter en termes de temps, mais c'est vrai que le temps investi pour un illustrateur, c'est énorme pour faire un livre, c'est beaucoup de travail. Enfin, en tout cas chez nous, c'est assez chiadé, donc c'est vrai que ça représente des semaines, des mois de travail, et finalement, il se retrouve. Le prix horaire est vraiment très ridicule. Ah oui, ça, il y a eu un débat récemment là, avec des jeunes auteurs illustrateurs. Enfin, celles qui sont venues la dernière fois, les trois auteurs illustrateurs jeunesse, 3 jeunes filles. Et justement, une des 3, où les 3 étaient d'accord pour le dire, c'est que si tu veux, d'abord tu travailles, tu fais un projet. T'es pas payé pendant le temps que tu travailles 3-4 mois sur un bouquin, au bout de 3-4 mois, si c'est accepté, t'as un avaloir ridicule, et puis après t'as des royalties, mais c'est sur des années. Je veux dire, s'il y avait que ça, aucun auteur, aucun illustrateur pourrait y vivre normalement. Il y a un truc un peu, ils peuvent récupérer vivre avec les interventions, les choses comme ça, mais les animations, tout ça, voilà. Bien, on va revenir avec toi, Frédéric, après une pause musicale que notre cher Jean-Christophe est en train de nous préparer. N'est-ce pas, Jean-Christophe? Mais tout à fait. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire partager une nouvelle couleur, une nouvelle musique qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Un groupe formidable qu'on n'entend plus beaucoup non plus d'ailleurs, qui s'appelle Massive Attack. Donc voilà, je vous laisse savourer ce doux dub et d'autres émotions avec Massive Attack.
Arracaille, le numéro 13, les mecs, les meufs, sur Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste. Ne ricane pas, Jean. Sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et sans keuf aussi, d'ailleurs. Et sans Il y a les meufs, mais il n'y a pas de keuf. Bon, je suis bien entouré. Quoique. Avec Frédéric Moret, que nous allons retrouver après la page culturelle de Jean. Oui, le texte que je vais vous lire aujourd'hui, il est assez difficile à appréhender. Mais c'est selon moi une très belle synthèse de la pensée de Hegel, de celle de Marx et de celle de Freud, et des textes sur l'art qu'ils ont écrits et que je vous ai lus lors d'émissions précédentes. Il trouve aussi une résonance moindre dans celui de Nietzsche, qui remonte aussi à plusieurs semaines, notamment dans sa conclusion. Marcuse est le penseur gauchiste par excellence. Il a porté haut et fort les étendards de la tolérance, de la liberté, de l'antitotalitarisme, mille lieues au-dessus de ceux des joyeux fumistes qui se répandent actuellement dans les médias. Oui, c'est bien à eux que je pense, oui. Je considère personnellement la lecture de ces livres comme incontournable pour les anarchistes d'aujourd'hui. Un extrait de Eros et civilisation d'Herbert Marcuse. Marcuse, c'est 1898-1979. En tant que phénomène esthétique, la fonction critique de l'art porte en elle sa propre défaite. La liaison même de l'art à la forme contrecarre la négation de la servitude humaine dans l'art. Pour être niée, l'aliénation doit être représentée dans l'œuvre d'art avec l'apparence de la réalité comme réalité dépassée et maîtrisée. Cette apparence de maîtrise soumet nécessairement la réalité représentée à des critères esthétiques et ainsi la prive de son horreur. En outre, la forme de l'œuvre d'art investit le contenu des qualités de la jouissance. Le style, le rythme, la métrique introduisent un ordre esthétique lui-même source de plaisir et qui réconcilie avec le contenu. La qualité esthétique de la jouissance et même le divertissement a toujours été inséparable de l'essence de l'art, quelque tragique, quelque exemple de compromis que soit l'œuvre d'art. La proposition d'Aristote sur l'effet purificateur de l'art résume la double fonction de l'art qui est à la fois d'opposer et de réconcilier, de dénoncer et d'acquitter, de faire ressurgir ce qui est refoulé et de le refouler à nouveau sous une forme purifiée. Purifiée entre guillemets, évidemment. Les gens peuvent s'élever grâce aux classiques, ils lisent et ils peuvent voir leurs propres archétypes se rebeller, triompher, capituler ou périr. Et puisque tout ceci affecte une forme esthétique, ils peuvent en tirer du plaisir et l'oublier. Alors, Eros et civilisation est disponible aux éditions de Minuit pour une somme d'environ 15 €. C'est assez prohibitif, mais vous pouvez quand même trouver ou commander le livre à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. Merci beaucoup, Jean. J'aime bien la chute, ils peuvent en tirer du plaisir et l'oublier. Ah oui, ça, je trouve que c'est digne du texte de Nietzsche que j'avais précédemment lu. Et puis, on est vraiment c'est une très belle synthèse de Marx et de Freud. Marcuse. D'accord. Bien. Ça vous inspire Surtout la fin. Oui. Parce que la première partie, le Mandrin, d'y passer plus de temps, l'analyser. Je l'ai un peu reçu en brut comme ça. C'est vrai que c'est toujours difficile après l'énoncé de Jean de rebondir parce que bon voilà. J'aime bien la dichotomie ambiante tout au long du texte. C'est ça que je pense qu'il mériterait de s'y plonger plus. Mais c'est vrai que je suis assez sensible au fait de ressentir du plaisir et d'oublier cette conclusion. Frédéric ? Je crois que j'étais pas assez concentré. J'ai pas tout compris. Rassure-toi, s'il le faut, moi non plus. D'accord. Après, j'ai du temps, on peut revenir, il y a sur le blog. Et puis le texte sera mis en ligne sur le blog. Je vais pas pouvoir faire le coup, mais blogspot.com. Pardon, là, c'est un peu vite pour moi. Tu pourrais répéter? http://arracaille.blogspot.com. Voilà, merci beaucoup. Frédéric, on se retourne vers toi pour t'étrier à nouveau. Tu fais l'éditeur. Est-ce que ça
voilà, parce que comment t'es venu à cette, parce que c'était un petit peu dans ce que tu nous as déjà raconté, mais est-ce que tu peux recentrer ton propos là-dessus? Pourquoi tu fais ce chose qui doit quand même te prendre du temps, de l'énergie, du fric aussi? Oui. Alors, en fait, quand j'ai édité mon premier livre, j'étais graphiste indépendant, sans travail. Donc j'avais beaucoup de temps, beaucoup de matériel, j'avais de la place, j'avais un atelier, mais j'avais pas de commande. Et donc j'ai profité de cet instant un peu flou pour optimiser tout l'espace et le temps que j'avais. Et puis tous les graphistes ont des projets dans leur carton et j'étais avec alors j'ai pas fait ça tout seul. Au départ, j'avais une associée qui est auteur, qui s'appelle Julia Deck et qui écrivait aussi dans son coin, et puis finalement nos aspirations se sont un peu rencontrées. Au départ on a même cherché des éditeurs pour produire des projets qu'on avait, et bon, évidemment on n'a jamais trouvé, mais bon, on n'a pas beaucoup cherché non plus. Et on s'est dit qu'on allait les faire nous-mêmes, que ce serait beaucoup plus facile, et c'est ce qu'on a fait. Et on a donc commencé Zinc Édition par de l'auto-édition. Donc finalement les 3 premiers livres de Zinc Édition, c'est de l'auto-édition. Donc c'est pas de l'édition traditionnelle, on va dire. On avait nos projets et puis on les a fait comme on voulait. Je crois que même le premier, il y avait pas de code barre, il y avait pas de signature. Enfin, c'était un peu à l'arrache. Et ensuite, on s'est piqué au jeu. Parce que une fois qu'on fait imprimer des illustrations et des textes, on se rend compte que ça existe et que ça prend une valeur qui n'existe pas quand elle est que sous forme théorique ou en un exemplaire. Enfin, c'est pas le même rapport à la création, on va dire. C'est assez excitant en fait de se rendre compte que finalement on peut faire sortir de presque rien des projets et les distribuer et les faire connaître aux autres. Et ça c'est quelque chose de très intéressant dans l'édition, c'est que finalement on arrive à faire passer le relais, en tout cas à distribuer une production, une création qui était pas faite pour ça au départ. Et voilà. Donc la naissance de Zinc Édition, c'est ça, c'est sortir des cartons ce qu'on avait, dire des choses, même si c'est modeste, et puis réfléchir sur qu'est-ce qu'on a à dire, évidemment, parce que c'est peut-être aussi le nerf de la guerre. Voilà. Oui. Là, je remarque à un moment où la communication se fait beaucoup par le numérique, etc., qu'il y a encore une espèce de vraie magie, que le livre c'est encore quelque chose de magique quand il se concrétise, quoi. Je veux dire, quand on a un projet et quand on le voit réalisé, quand on voit le livre, quand on l'ouvre, qu'on voit son nom dessus, qu'on voit ses images, qu'on voit ses textes, je veux dire, c'est encore quelque chose qui est vraiment voilà. Je me demande parce que bon, maintenant, on est vraiment de plus en plus le numérique. Apparemment, les livres en numérique vont prendre de plus en plus d'importance. Il semblerait, que c'est inéluctable et puis que ça va. Est-ce que tu penses, toi, parce que de la manière dont tu évoques tes débuts, on sent qu'il y a quand même, c'est pas un truc qui se fait comme ça en se grattant les burnes, quoi. Donc, est-ce que tu penses que le livre papier a un avenir? Oui. Alors en fait, c'est marrant que tu évoques les livres numériques parce que c'était aussi un des arguments pour lesquels j'ai commencé à éditer mon premier livre. C'est qu'en fait, ce qu'il faut que je dise aussi, c'est que le premier livre que j'ai édité, c'est un livre qui est un livre-objet sous forme en fait, ce sont des sous-bocs de bière. C'est une petite collection de sous-bocs, donc il y a 6 pièces et j'ai imprimé une nouvelle dessus. Donc en fait, il y a sur une face des sous-bocs, chaque sous-boc c'est un chapitre avec une face texte et une face illustration. Et donc c'est fait sur du vrai papier à sous-boc, bien rustique, bien granuleux, imprimé en sérigraphie. Enfin c'est très c'est tactile, quoi. C'est assez c'est esthétique. Et ça c'était vraiment pour réagir contre le livre numérique, parce que pour moi le livre c'est vraiment quelque chose qu'il faut toucher,
Alors bon, c'est assez classique de dire ça, c'est rien d'exceptionnel, mais c'est vrai qu'il y a une notion très un peu fétichiste quasiment de l'objet livre qu'on a évidemment plus avec le livre numérique, mais je suis pas en train de dénigrer le livre numérique parce que je pense que ça peut aussi apporter quelque chose. Bon, il y a un côté pratique, il y a un côté aussi assez magique avec. Enfin, moi, je suis pas du tout contre la nouvelle technologie, au contraire, je m'en sers tous les jours. Mais c'est vrai que dans le livre papier ou dans le livre objet, puisque j'ai fait un peu de livre objet, on a un rapport à la narration qui est pas du tout le même. Complètement, oui. Je pense que ce soi-disant avènement du livre numérique, c'est surtout pour justifier des nouvelles fonctionnalités à travers la technologie. Parce que moi, je me rappelle en fait qu'on nous prédisait l'avènement du livre numérique quand j'étais en CM2. On nous parlait de ça, et on avait reçu justement un professeur universitaire qui nous parlait de ça, et il s'est rien passé du tout. Parce que je pense que réellement, il y a ce côté fétiche. Peut-être que fétiche, le terme est un peu fort, mais car réellement, l'objet se justifie. On en parlait en off tout à l'heure avec Frédéric. Moi, je vois ça à travers le disque. Prendre un vinyle, le poser sur sa platine, l'écouter, c'est un acte. Et faire cet acte, c'est faire une démarche par rapport à l'œuvre qui est qu'il n'y a pas dans le numérique. Il y a une facilité qui retire un plaisir par rapport au fait de profiter de l'œuvre. Moi, je peux consommer vraiment, par rapport à la musique, une grande partie de musique en numérique, mais ça me touchera jamais autant quand je vais faire l'effort, quand je vais me lever. Quand ma platine, au bout de 25 minutes, le disque est fini, que je vais me lever, j'y accorde pas la même attention. Comme avec un livre, c'est pareil. Donc ça, je pense que ça restera toujours. Ouais. Bon, en tout cas, ça restera pour les esthètes, mais est-ce que ça restera pour les sensuels aussi. Pour les sensuels, oui, mais bien sûr. Et alors, pour des esthètes comme nous qui sont doublés de sensuels, c'est sûr que c'est très prétentieux de dire ça, mais le livre numérique, ça nous fait marrer. Bon. Il y a un contenu, par contre. Par exemple, les journaux, je trouve que certains devraient passer au numérique. Moi, je lis plus la presse de papier. Des fois, c'est du papier gâché. Surtout pour voir la presse qui est éditée. Oui, c'est ça, surtout. Là, sur le numérique, ça se justifie vraiment. Tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est pas la même chose. Bien, tout ça, c'est très optimiste. Mais je pose la question parce que... Et je me pose en même temps la question que je pose aussi à Frédéric Moret et à nos camarades présents dans les studios. Est-ce que c'est pas une discussion de vieux cons? Parce que est-ce que les très jeunes générations, les enfants qui ont maintenant une dizaine d'années ou moins, qui depuis leur premier couinement à la maternité sont imprégnés de numérique, est-ce que eux, ils auront la possibilité d'avoir accès justement à cette sensualité, à se toucher, etc. Est-ce que ça va aller? Ce qui marche le mieux, c'est encore l'édition jeunesse aujourd'hui. Bing. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est vrai que il suffit d'aller au salon de Montreuil pour se rendre compte que le livre il n'est pas du tout, il est encore vivace. Et dire que je vais au salon de Montreuil tous les ans, je m'en suis pas rendu compte. Mais on rappelle quand même que ce sont les parents qui achètent. Oui, oui, mais ils transmettent quelque chose alors à ce moment-là. Oui, ils n'ont pas la même sensation avec le. Avec les Internet, parents, je pense que c'est un achat qui est pas individuel. Du coup, l'achat d'un livre jeunesse, les parents l'achètent pour leurs enfants. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de la transmission. Et je pense que certes, il y a un acte. Comment on dit, il y a un achat, mais c'est pas un achat égoïste, c'est au contraire, je pense qu'il y a quelque chose de très, d'un peu ancestral en fait dans cette pratique-là. Enfin, en tout cas par rapport au livre jeunesse, c'est que à part peut-être les graphistes qui achètent les livres jeunesse pour eux, mais je pense que c'est vraiment pour l'idée de transmettre quelque chose aux nouvelles générations, et ça je crois que c'est quelque chose qui est quand même assez c'est très fort quoi, c'est pas quelque chose qui se perd. Et donc après le livre numérique, moi je pense pas du tout que ce soit une concurrence ou que ça empêche ce genre de choses. C'est juste que c'est un nouvel outil pour lire différemment, effectivement, ce que tu disais, lire le journal sur du numérique. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse lire le quotidien sur un livre. Enfin, je pense que techniquement c'est faisable, mais c'est plutôt des
des fichiers qu'on télécharge pour lire Ouais, des mots. mais sur l'ordinateur, mais effectivement voilà. Et là, c'est vrai que c'est un outil génial pour éviter d'imprimer du papier, parce que pour éviter d'avoir les doigts noirs. Pour éviter, voilà. Et imprimer du papier, on va arriver à cette problématique aussi. Mais après, bon, c'est vrai que par rapport à enfin, je sais pas si on doit embrayer sur ce sujet-là, mais sur l'impression du papier, là aussi, il y a quand même pas mal de progrès qui se sont faits. Maintenant, on peut choisir des papiers qui sont pas forcément, qui sont des papiers de qualité, qui sont des papiers recyclés ou semi-recyclés avec des normes de respect de l'environnement, etc. Enfin, il y a moyen de produire du livre sans être agressif ou nocif pour l'environnement, quoi. C'est à ça que je pensais, moi. C'est quelque chose dont on parle jamais, outre le fait d'être un esthète. C'est qu'il y a la qualité du support. Et c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Moi, je reprends toujours faire le défenseur du disque et tout, mais à chaque fois, on n'en parle pas. Mais la qualité du disque, quand on est passé du vinyle au numérique, on a perdu. Mais ça, on ne l'a jamais dit. Et en fait, on a perdu dans la qualité. Et ensuite, on est passé du CD au numérique, on a encore perdu. Et donc, à un moment, il y a tout simplement quelqu'un qui veut apprécier l'œuvre, dans son support, le support le plus qualitatif possible, sans être forcément un esthète, vouloir avoir la retranscription la plus fidèle. Et je pense que dans le livre, c'est pareil. On a un flux sur un écran ou sur n'importe quel hibou qui retranscrivera jamais un papier qui soit un beau papier, comme un beau papier vélin, dans une belle édition, comme plein d'autres papiers. Déjà, à la base, je pense que c'est important. Donc on retombe effectivement tout de suite dans la case de l'esthète, mais déjà même sans se projeter comme esthète, tout simplement vouloir l'apprécier dans le meilleur support possible, quoi. Quoique dans le livre aussi, il y a le livre papier, mais imprimé d'une manière, je connais pas je sais pas si j'emploie le terme exact, mais numérique, on peut. Ah oui, il y a aussi les impressions. Et là, ça perd énormément sur la typo, sur. Comme au CD par rapport au oui, t'as eu la typo, puis après t'as eu l'offset, déjà, ça a perdu vachement. Et maintenant, je parle pour le caractère, je parle pas pour quoique même aussi en typo, il y avait des choses magnifiques, mais bon, en image, mais voilà. Là aussi, il y a une dégradation de l'objet. Comme je prenais le cheminement, vinyle, CD, CD, MP3. MP3, on est vraiment dans la virtualité du support. Mais il y avait déjà eu un déclin du vinyle au CD. Donc comme il y a déjà eu un déclin, je pense, d'une impression, je connais pas les termes, mais quand on est passé à offset. C'est pas nouveau l'offset, mais enfin moi j'ai vu j'ai pu avoir dans les mains un bois gravé du 19e, fin du 19e, sur le chose de la mode, là, je sais plus comment ça s'appelle, un journal, où si tu veux, sur du bois debout étaient gravés des figures de mode, tu vois, mais des objets d'art, enfin vraiment des trucs, tu vois, et où l'impression, si tu veux, de ces journaux était typo, c'est-à-dire que l'image c'était des bois gravés. Et le texte c'était de la typo, mais dire c'était pour des magazines, c'était des objets d'art déjà, tu vois. Et puis après la typo était remplacée par l'offset, le bois gravé debout a été remplacé aussi par des clichés offset, typo, puis après en acier, puis après offset. Et ça a perdu tout ça peu à peu. Et moi, ce qui m'intéresse dans le livre numérique, je vais vous faire un aveu affreux, c'est que pour les auteurs, on va pouvoir pomper, faire des copier-coller, bidouiller des textes et tout, ça va être génial. On va se retrouver au XVIe siècle où tout le monde pompait tout le monde, où Voltaire a pu faire toute son œuvre parce qu'il a copié à peu près tout ce qui passait à sa portée. Ouais, je trouve que pour moi c'est ça le côté positif du numérique, du livre numérique, parce que c'est retaper un texte d'un livre papier, c'est la galère, mais là il sera tout prêt, on n'aura plus qu'à le. Qu'est-ce que vous en pensez, cher éditeur? Je suis pas tout à fait d'accord, mais je ne le pensais pas. Non, mais je pense que en numérique on peut faire des choses très belles aussi, et
c'est vraiment, ça dépend de la façon dont on l'entreprend, quoi. Et il y a des choses qu'on peut faire en numérique qu'on peut pas faire en offset, et inversement. Et il y a des choses qu'on peut faire en typo qu'on peut pas faire en offset. Et il y a encore des éditeurs qui travaillent en typo, c'est-à-dire en typo, ce sont les vieilles machines mécaniques Eiffel qui fonctionnent sous le principe du tampon, où on voit les caractères sont quasiment marqués dans le papier, donc ça fait, c'est un peu, on voit le relief des lettres, donc ça c'était le moyen d'impression, voilà, il y a 50 ans, et il y a toujours des gens qui travaillent avec ce type de machine parce que ça produit un type d'impression un peu particulier, et ça imprime de façon très reconnaissable, on va dire, parce qu'on voit le relief de chaque lettre sur le papier. Bon, il y a des éditeurs qui fonctionnent toujours comme ça parce qu'ils aiment ce rapport-là, et on peut toujours acheter aujourd'hui, c'est faisable. C'est nous qui décidons si on veut acheter de l'offset enfin, on a encore le choix à ce niveau-là. Bon, après, c'est sûr que pour les imprimeurs professionnels, travailler avec des vieilles machines typo, c'est suicidaire aussi, c'est-à-dire que c'est que des passionnés qui font ça, et c'est plus un moyen de production suffisamment efficace pour pouvoir imprimer des livres. Mais c'est vrai que ça existe toujours. Et à côté de ça, on a des imprimeurs numériques, et là l'avantage de l'impression numérique, c'est qu'on peut faire des tout petits tirages pour des moindres coûts. Et ça peut être intéressant pour des éditeurs désargentés, comme il y en a beaucoup, de pouvoir justement produire à la demande, et par exemple, au lieu de tirer 2000 exemplaires et garder les cartons pendant 10 ans dans sa chambre, on peut faire 100 exemplaires à droite, 100 exemplaires à gauche. Donc ça, c'est pas mal quand il n'y a pas d'image, parce qu'effectivement, dès qu'il y a de la couleur, c'est moins probant, enfin la qualité est moins bonne. Mais pour du roman ou pour de la nouvelle, c'est tout à fait valable. Moi, je trouve que l'essentiel, c'est de pouvoir lire aussi. C'est-à-dire qu'il faut pas que l'objet prenne le pas sur le contenu. Mais je pense que c'est pas un moyen dont il faut se couper, parce que sous prétexte que ça en évince un autre. Moi, je pense que c'est complémentaire, et on peut faire des choses avec les uns et avec les autres. Il faut jouer avec ça. Au contraire, c'est une chance de pouvoir avoir accès à ce type de technologie. Et puis après, on parlait du MP3 en réduction de son. Moi, je pense que sans le MP3, on perdrait aussi beaucoup. C'est quelque chose de génial pour pouvoir diffuser des œuvres. Bon, après, c'est pas le même. Je pense qu'il faut voir vraiment le bon côté du truc. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas le même rapport à l'objet, mais Zinc Édition sans site internet, on aurait du mal aussi. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire avec le numérique et l'informatique, moi je veux pas du tout dénigrer ça, parce qu'au contraire, c'est quelque chose qui nous sert, il faut s'en servir, ça ne va pas contre autre chose, c'est quelque chose il faut s'en emparer et puis faire avec, quoi. Moi je pense que faut le voir comme ça, quoi. D'accord, non, bien, la provoque, ça marche, hein, sans à l'heure. Bien, quelque chose à ajouter, cher. Je vois que Jean-Christophe a fait des grands signes. Oui, non, mais c'est captivant cette discussion. Mais je crois que oui, vraiment le numérique n'a pas remplacé le reste. C'est juste un outil, c'est une complémentaire. Le MP3, c'est pas un produit fini en soi, c'est un échantillon pour écouter quelque chose, et après, faut bien penser qu'un disque enregistré dans un studio pendant des semaines et des semaines, il est pas fait pour être écouté, il est pas optimal dans sa version compressée à souhait. Le risque, je pense, dans notre société en règle générale, c'est de justement prendre ces produits numériques pour des produits finis, alors que c'est juste un outil très pratique, très très pratique, qu'on peut pas dénigrer et qu'on peut pas faire sans, quoi, dont on peut plus se passer même. Mais voilà, c'est pas un produit fini en soi. Je pense que c'est la même chose pour le livre et tous les supports analogiques, numériques, quoi. D'accord, Jean-Christophe. Tout ce que j'avais à dire. Et j'avais une idée d'édition aussi. Si on pouvait éditer un livre sur un papier toilette, un grand rouleau, comme ça, c'est un livre éphémère, et on pourrait le lire chaque fois qu'on va aux toilettes, lire une petite partie du roman. Mais pour quel type de texte? Moi je voyais bien du Marquis de Sade ou un truc comme ça. On peut faire des éditions jeunesse, hein, ça peut aider les enfants à aller sur le pot aussi. Ah ouais, tout à fait, oui, bien sûr. Non, oui. Merci Jean-Christophe pour cette contribution historique quasiment. Ah, très bien Jean-Christophe, je te remercie. On te remercie tous d'ailleurs. Bon, et pour conclure sur cette apostrophe, vous voulez une petite musique? Oh oui. Un petit Jeffrey Lewis, je sais pas si vous connaissez. Puis j'espère que tu nous as réservé un j'en sais rien aussi.
Ouais, j'ai toujours du J'en sais rien en stock. Bon, super. Non, Jeffrey Lewis, c'est un chanteur indépendant, évidemment. Enfin, évidemment, non, mais qui est illustrateur aussi, et qui aime bien, pendant ses concerts, avoir un projecteur derrière lui et illustrer ses chansons avec des textes qu'il dessine lui-même, qui défilent. Donc, je vous invite à aller voir Jeffrey Lewis en concert. Vous pouvez le retrouver, c'est la bande des Herman Dune et compagnie. D'accord, Jean-Christophe. Merci super pour la sympa. leçon de choses. Très très sympa, donc je voulais savourer. C'est pas le morceau le plus doux, il a fait des trucs calmes et rock, donc à écouter chez vous. This is a crisis broadcast. There have been widely reported instances over the course of the night of massive numbers of human corpses rising from their graves to attack and eat the living. An emergency government team of scientists has been assembled to assess the ghoul situation and have determined that a ghoul can be killed by a disruptive trauma to the brain. Spokesmen have prepared the following scientific report. Please pass this information on to your friends and neighbors, and above all, remain calm. This is a state of national emergency. Mind-blowing massacre at the cemetery. When the groundskeeper came to check out the place, they knocked him down and they ate his face. Little Billy Baker said he saw it first. 1,000 rotten carcasses climbed out of the earth. Now we're holding a crisis information meeting at the high school. And we say if you shoot the head, you kill the ghoul. Shoot the head, kill the ghoul. If you shoot the head, you kill the ghoul. Shoot the head, kill the ghoul. Come on, this is a state of national emergency. It's happening in Texas and in Idaho and in Tennessee. Hideous hordes of crumbling undead men are slaughtering and eating the population. We've just received word from Washington, D.C. It's every man for himself against the zombies. They say a high-powered short-range weapon is a man's best tool. And they say if you shoot the head, you kill the ghoul. Shoot the head, kill the ghoul. If you shoot the head, you kill the ghoul. Shoot the head, kill the ghoul. Come on, shoot, 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 kill, 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 kill. This is a state of national emergency. Why is this happening? Why are the dead retarded? Have we gone too far? Do we deserve this fate? Is hell too slow? Have they opened up the gate? Is there a glass down against our final death? They'll eat and eat till there's no one left. We don't know if it's radiation or if it's something biblical. But we know if you shoot the head, you kill the ghoul. Shoot the head, kill the ghoul. If you shoot the head, you kill the ghoul. Shoot the head, kill the ghoul. If you shoot the head, you kill the ghoul. Shoot the head, kill the ghoul. If you shoot the head, you kill the ghoul. Shoot the head, kill the ghoul. Radio Libertaire, oui, c'est la radio libertaire. Avec Arakai, notre 13e émission. Pourquoi on vous dit toujours la 12, la 13, la 11, la 10, la 9, la 8, la 7, la 6, la 5, pour dire qu'on avance, ça nous rassure. C'est donc la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, mais avec Jean et ses histoires. Histoire de vie, histoire d'artiste pour Frédéric, que nous recevons aujourd'hui et qui est éditeur, une histoire de scribouilleur. Raymond Roussel. Raymond Roussel, c'est 1877-1933. Jean Cocteau disait de lui, sa bizarrerie apparente n'était rien d'autre que l'extrême pointe de la simplicité. Raymond Roussel naît en 1877 près de l'église de la Madeleine dans une famille à la richesse aussi importante qu'ostentatoire. Il écrit ses premiers vers l'âge de 17 ans, mais décide de devenir ou écrivain ou néant rampant, selon sa propre expression, après sa rencontre avec Jules Verne alors qu'il effectue son service militaire. Pendant 5 années, il va parcourir l'Égypte de fond en comble et en ramène ses impressions d'Afrique, un livre foisonnant et délirant dont il écrit lui-même la préface. Les lecteurs qui ne sont pas initiés à l'art de Raymond Roussel auraient avantage à lire ce livre d'abord de la page 212 à la page 455, puis de la page 1 à la page 211. Il faut dire qu'il y a de quoi être perplexe. Le récit se fait à la seule force des mots nus, il n'y a ni intrigue, ni personnage, et les phrases peuvent être répétées plusieurs fois,
dans un jeu de miroir entre l'euphonie des vocables et celle des expressions. Malheureusement, pour ce neurasthénique en quête d'honneur, il restera totalement incompris de son vivant. En 1911, il lui arrive ce qui peut arriver de pire à un artiste. Robert sera d'accord avec moi, il hérite de l'immense fortune familiale. Oh oui. D'accord avec moi. Son talent va alors dégénérer en excentricité de toutes sortes. Il fait percer dans le cercueil de sa mère une petite lucarne vitrée pour pouvoir la contempler à loisir. Il se fait servir quotidiennement par une armée de domestiques 4 repas d'affilée, comportant une vingtaine de plats en tout, dont une très onctueuse soupe au chocolat qui restera dans les mémoires de ceux qui ont eu la chance d'y goûter. La cérémonie commence invariablement à 12h30 par le petit déjeuner et s'achève tout aussi invariablement à 17h30. En hommage à Jules Verne, il se fait transporter dans un Nautilus terrestre et motorisé de 9 mètres de long dans lequel il a fait aménager un véritable appartement. Il interdit aussi qu'on prononce devant lui le nom du grand écrivain autrement qu'à genoux. Ruiné à la fois par son train de vie et par les éditions de ses ouvrages à compte d'auteur, attention, la santé dévastée par l'alcool et les drogues dures, il s'ouvre les veines à Palerme en 1933, dans une baignoire de l'hôtel même où Wagner composa Parsifal. Raymond Roussel sera redécouvert par les surréalistes, dont il est aujourd'hui considéré comme le précurseur. En 1989, 9 grands cartons emplis de manuscrits et de lettres ont été offerts à la Bibliothèque nationale par une société de garde-meubles et ont permis une nouvelle édition complète de ses œuvres. On peut parier que la cohorte de ses admirateurs ne va cesser de croître. De lui, je vous conseille particulièrement Locus Solus, considéré généralement comme son ouvrage le plus abouti. C'est sans doute surtout la meilleure porte d'entrée dans l'univers de Raymond Roussel. Il est édité pour la somme de 7 € dans la collection Imaginaire chez Gallimard, où il porte le numéro 230. Vous pouvez le trouver, normalement, mais puisque ce n'est pas un roman, je pense que vous pouvez le trouver ou le commander auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. Merci Jean, et c'est gentil de rappeler l'existence de cette librairie qui vit parce qu'on lui achète des livres. Et voilà. Bon, Frédéric Moret est toujours avec nous, Maxime aussi, ils sont toujours là, tous les deux, côte à côte. Ils ont des choses à se dire, l'un sur la musique, l'autre sur l'édition de livres. Alors Frédéric, tu voulais un petit peu, je pense, évoquer le travail que tu as fait avec Igor, nous parler de lui, nous parler de votre collaboration, comment ça s'est passé, etc., etc. D'abord, Igor, c'est quelqu'un que vous connaissez puisqu'il anime cette émission avec vous, bon, pour les gens qui ne le savent pas. Et Igor Kralik, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quasiment 2 ans, on va dire, qui a passé une partie de sa vie dans la rue à Paris. Ça a duré environ 2 ans. Donc il était, comme on dit, SDF, avec ce terme un peu galvaudé qui veut plus rien dire, mais il a vécu dehors, et pendant ce temps où il était dans la rue, il s'est mis à dessiner. C'est quelque chose qu'il n'avait pas fait avant. Il avait fait quelques études artistiques vaguement dans sa jeunesse, mais il n'avait jamais utilisé ce talent pour travailler. Et à 40 ans, il se retrouve dans la rue, et à 40 ans, il se met à dessiner, et il produit une œuvre incroyable, enfin vraiment considérable, que moi je considère vraiment comme exceptionnelle dans ce qu'elle a de puissante et puis de sincère dans sa démarche. Donc moi j'appelle ça des carnets de voyage aux enfers, parce qu'il a dessiné ce qu'il a vécu dans la rue au quotidien, d'abord sur des morceaux de papier trouvés dans les poubelles, et puis ensuite, bon an mal an, avec les techniques qu'il avait à sa disposition, c'est-à-dire très simple, avec quelques couleurs, parfois pas de couleurs, parfois juste un crayon noir. Et là, on a vraiment quelque chose de très, un travail honnête qui est de l'ordre du, vraiment pour lui, c'était nécessaire de faire ça, c'était sa façon à lui de rester à la surface et surtout de rester vivant, parce que c'est comme ça qu'il qu'il traduisait la réalité, et ça se sent dans ses dessins. Et bon, c'est vrai que quand on voit le travail d'Igor Kralik, c'est vraiment très émouvant, c'est très touchant. Et ce qui, moi, m'a intéressé, c'est
c'est pas seulement le fait qu'Igor ait passé du temps dans la rue, parce que ça aussi, ça fait partie d'une démarche, c'est un ensemble. Donc j'ai bien conscience que moi, ma démarche d'éditeur pour éditer Igor Kralik, il y a aussi un côté peut-être un peu pas égoïste, mais je m'y retrouve parce que je participe de quelque chose qui qui me paraît important de montrer, mais indépendamment de ça, c'est vraiment un artiste complet. C'est quelqu'un qui a un vrai talent, et ça méritait d'éditer un livre avec lui. Donc je l'ai convoqué, on s'est rencontrés, on a réfléchi ensemble à ce qu'on pourrait faire, parce qu'avant de publier ce livre, moi je savais pas trop comment on pouvait mettre en valeur son travail, et puis lui il avait déjà des projets, un peu énormes, c'est-à-dire qu'il avait fait des centaines, voire des milliers de dessins. Bon, moi c'était impossible pour Zinc Édition de publier un catalogue d'Igor Kralik par exemple, comme il en avait été plus ou moins question. Et donc on a réfléchi ensemble à ce qu'on allait faire, et puis on a décidé de publier un témoigngnage comme un carnet de voyage dans les rues de Paris, et ça s'est concrétisé par un livre qui fait une 60aine de pages, donc c'est pas un gros ouvrage, mais c'est un concentré de ce qu'il a produit et de ce qu'il a créé, de ses dessins et de ses textes, parce qu'il a écrit aussi, il a une espèce d'énergie créative quand même assez incroyable, et donc il écrit et il dessine, et dans le livre d'Igor Kralik, la particularité de cet ouvrage, c'est qu'en fait on a publié les textes tels qui m'ont été livrés, tels qu'ils ont été livrés à l'éditeur. C'est-à-dire qu'il m'a fourni des manuscrits, et j'ai scanné les manuscrits tels qu'ils ont été écrits à la main, donc avec toutes les ratures et toutes les fautes, puisque Igor Kralik est slovaque, donc il parle très bien français, mais il fait beaucoup de fautes d'orthographe et de grammaire. Et en fait, toutes ces fautes d'orthographe et de grammaire sont aussi sont très éloquentes et très expressives aussi par rapport à ce qu'il veut dire. Et il aurait été dommage de les corriger et de faire un travail de correction traditionnelle, ce qu'on fait d'habitude quand on publie un livre, c'est que ça passe à la moulinette de la correction. Donc là, rien n'est corrigé, sauf la préface de Robert Gaillot, mais en fait il n'y avait pas de faute. Juste une seconde pour dire que je souhaite à tous les gens qui gratouillent d'avoir affaire à Frédéric Moret, parce que il est vraiment pas chiant c'est pas le genre de mec à remonter les bretelles pour un point, une virgule ou machin comme ça, voilà. Surtout que là, c'était pas du tout le propos. Au contraire, je pense que là, ce qui est vraiment intéressant dans le travail d'Igor, c'est tout ce qu'il a d'imparfait. C'est tout ce qui traduit de fêlé, quoi, de perturber, puisque c'est pas quelqu'un de calme, c'est quelqu'un qui est en colère, c'est quelqu'un qui a une espèce d'énergie rentrée comme ça, et ça se sent beaucoup dans ses dessins, et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment ce côté. D'ailleurs, il y a une anecdote rigolote, c'est que il ne peut pas dessiner sur un papier traditionnel parce que ses gestes sont tellement énergiques qu'il déchire le papier. Donc il est obligé d'avoir des papiers très solides et très chers, et donc effectivement ça fait partie d'une particularité un peu artistique, c'est que il a un trait très puissant, quoi. C'est violent, quoi. C'est vraiment on n'en ressort pas indemne. C'est-à-dire qu'on peut pas, c'est pas quelque chose qu'on regarde, sauf si on est parfaitement insensible, mais on est forcément atteint par son trait, quoi. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais non, tout à fait, oui, bien sûr. C'est son trait, oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, et donc tout ça pour dire que dans le livre que Zinc Édition a publié avec Igor Kralik, je pense qu'on a réussi à traduire cette espèce d'art brut qu'il a. C'est quelque chose de très vivant. Alors même si c'est pas énorme comme ouvrage, c'est effectivement, comme je disais, une 60aine de pages, on a quand même des choses très très puissantes et éloquentes sur sa vie dans la rue. Voilà. Absolument, et je peux dire que puisque je connais Igor aussi, je connais son travail, et j'ai vu ce livre, et quand j'ai eu
les bonnes feuilles du livre, enfin plutôt des photocopies que Frédéric m'a fait parvenir, je dirais, j'ai été vraiment très surpris par le parti pris justement de l'éditeur de publier des textes bruts qui allaient parfaitement avec les images. J'imagine mal un texte rarité sans faute, expurgé de toutes ces petites anomalies, qui aurait été complètement en contradiction, qui aurait pas du tout, et c'est un très mauvais mariage avec ces images, quoi. Et ce que là, c'est vraiment tout à fait complémentaire, c'est une unité, c'est explosif, quoi. C'est peut-être 60 pages, mais alors, je veux dire, vous en sortez pas avec la tête dans les nuages, vous la sortez avec la tête en enfer, je crois, comme le dit Frédéric, c'est parce que Igor explique bien dans les petites histoires qu'il raconte tous les mardis, petites histoires parisiennes, cette plongée là dans les abysses de la merde noire, de la misère, etc. C'est terrifiant, quoi. Et sans l'énergie qu'il a, sans cette espèce de choses, je crois que qu'il aurait fait comme tout le monde, quoi. Il aurait été écrabouillé, et puis voilà, on n'en a jamais entendu parler, mais c'est parce qu'il a cette espèce d'énergie folle qu'il l'arrange pas, puisque en ce moment il est au lit avec torturé par une migraine, mais ça, on s'en sort pas indemne de ces choses. Ouais. Bon, mais excuse, pour ceux de nos auditeurs qui voudraient acquérir ce livre, alors il y a la librairie Publico, 145 rue. Eh ben, ça serait bien, voilà. Je pense que ce serait une idée, non, à creuser, oui, absolument. Ouais. Et puis sinon, il y a le site internet, et sinon, on peut le commander donc soit en ligne sur zing-édition.net avec les W au début, et dans n'importe quelle librairie, on peut le commander, mais plutôt chez Publico. et sur le blog de l'émission Arakai, Jean va mettre tout ça en ligne, le site de Zinc Édition, peut-être une image du bouquin aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas capable, avec toutes les infos qu'on vous fournit, d'acheter 3-4 exemplaires du livre par famille, c'est que vous êtes vraiment des gros nulos. Permettez-moi de vous le dire. Surtout que là, je crains rien, puisque je suis enfermé, qu'il y a une porte blindée au studio, et puis on sort anonymement. Voilà. Est-ce qu'on a une dernière pause musicale avec un j'en sais rien là-dessus, tu peux pas y échapper. J'en sais rien. J'en sais rien. C'est le j'en sais rien. C'est la partie guitare dont je suis le plus fier. Rien que ça. Rien que pour nous. Chanson d'amour. Ah oui, je l'aime beaucoup celle-là. C'est Dis-le-moi que tu m'aimes. Non, c'est pas celle-là. Hommage à Johanna. Non, tu ne la connais pas. C'est on l'a pas joué au concert. Non, tu ne connais pas Johanna, non. Non plus. C'est une chanson inconnue. Hommage à Johanna. Donc, si tu nous écoutes, Johanna. Ouais, d'accord. C'est montre-moi, dis-le-moi que tu m'aimes. Retiens-moi, rassure-moi et emmène. Moi danser tout l'été, tout l'hiver. Dans ton lit, dans tes bras et au ciel. Montre-moi, prouve-moi que tu m'aimes. Envoie chier les connards qui t'emmerdent. Moi je n'ai que ma foi et le ciel pour y croire un instant que tu m'aimes. Crie-le-moi, touche-moi si tu m'aimes. Je m'éloigne pas à pas et j'emmène. Sous l'amour, la tendresse et la haine que j'ai mis dans ton cœur et tes peines. Si tu restes de marbre le problème, mais que je ne pourrais voir le dilemme.
envoie mes prières pour me dire que tu aimes mes mystères. Prouve-moi, confirme-moi que tu m'aimes. Si ça n'est pas le cas, si tes nerfs, tes pensées, tes désirs et tes rêves ne m'incluent pas dans ton mystère. Je ne sais si je resterai fidèle. J'ai plein d'amour, de désir et de rêve à donner, à offrir sans bruit d'aile. Je souffre du manque de tes lèvres. Rassure-moi et dis-moi que tu m'aimes. Radio Libertaire à Racaille, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. On va dire hélas, au revoir à Frédéric Moret, un jeune éditeur, une jeune maison d'édition, 5 éditions. Vous trouverez toutes les coordonnées sur le blog d'Aracaille, qui est, Jean va vous dire, donner l'adresse, parce que lui c'est un grand pédagogue, il sait comment il faut donner les adresses. http://arracaille, artcai.blogspot.com. Voilà Frédéric, je suis désolé parce que vraiment le temps passe tellement vite, il nous faudrait bien 2-3 heures de plus. Mais j'espère qu'on pourra te revoir un de ces 4 dans cette émission. J'espère aussi. En tout cas, merci de m'avoir reçu. C'est pas une blague. On dit ça à peu près à tous nos invités parce qu'effectivement, on aimerait les revoir pour continuer à explorer leur univers avec eux. Merci infiniment. Surtout, pour ce que je connais de ton travail. Pour ce que tu as fait pour Igor, parce que vraiment, sérieusement, c'est pas pour te brosser le poil, parce que bon, j'en ai rien à battre des éditeurs en fin de compte. Mais c'est vraiment un travail exceptionnel que tu as fait avec ces dessins et avec ces textes. Je précise juste que je l'ai pas fait pour lui, mais que c'est une œuvre collective. Oui. Non, bien sûr. Non, mais il faut quand même souligner un peu les choses, grossir le trait, afin que les gens puisse au moins s'en souvenir un tout petit peu, enfin au moins 1 heure, quoi. Et peut-être qu'on peut aussi parler de son exposition, parce que il va être donc il est très débrouillard et il a réussi à dégoter l'espace des Blancs Manteaux à Paris pendant 10 jours
Donc les dates précises, ça doit être, je sais plus très bien, ça sera sur le blog, mais c'est début avril en fait, courant du mois d'avril. C'est la semaine prochaine en fait, ça commence, ou la semaine d'après, du 10 au 17, quelque chose comme ça. Et là c'est l'ensemble de son œuvre quasiment qui va être exposé, et je pense que ça va être quelque chose d'assez remarquable. Et donc c'est au Blanc Manteau dans le courant du mois d'avril. D'accord, merci beaucoup Frédéric. Jean. Voilà, tu vois, il te reste exactement 3 minutes. Bon bah écoute, une petite histoire de chef-d'œuvre en cavalant. La liberté guidant le peuple par Delacroix. Delacroix, c'est 1798-1863. Les 27, 28 et 29 juillet 1830, pour ceux qui pourraient s'étonner de la date, je rappelle que nous sommes plus d'un siècle avant l'instauration des congés payés. Depuis, les révolutions ont plutôt lieu au mois de mai. Les 27, 28 et 29 juillet 1830, donc, le peuple de Paris se soulève et renverse le dernier des rois Bourbons, Charles X. Ces 3 jours seront appelés plus tard les Trois Glorieuses. Bien qu'ils dépendent des commandes de la famille royale, la vue du drapeau tricolore, hissé par les insurgés au sommet de Notre-Dame, enflamme l'imagination de Delacroix. Il avait l'imagination qui s'enflammait assez facilement. En septembre, il entreprend l'exécution d'une pintère allégorique de 3,25 m de long sur 2,60 m de haut. Sur une pyramide de cadavres entassés au pied d'une barricade, une liberté au sein nu brandit un drapeau tricolore déchiré. Elle est coiffée d'un bonnet phrygien pour rappeler la révolution de 1789 et la souveraineté inaliénable du peuple. Une aisselle velue annonce d'ailleurs clairement l'intention du peintre. Il s'agit bien d'une fille du peuple, pas d'une déesse. À sa droite, un homme coiffé d'un haut de forme dans lequel ses contemporains ont cru reconnaître Delacroix lui-même, rappelle qu'une partie de la bourgeoisie s'est jointe au mouvement. À sa gauche, un petit personnage a fait le tour du monde. Il porte un béret de velours noir et trébuche sous le poids d'une giberde en bandoulière bien trop grande pour lui. D'énormes pistolets de cavalerie aux mains, il exhorte les insurgés au combat. C'est une figure si forte qu'elle inspirera 30 ans plus tard dans Les Misérables le personnage de Gavroche à Victor Hugo. C'est le premier emprunt de la littérature à la peinture. C'était plutôt l'inverse, mais il y en a eu d'autres depuis. Les Trois Glorieuses se solderont par une déception puisque la monarchie de juillet de Louis-Philippe remplacera le régime liberticide de Charles X, mais ceci est une autre histoire. Au moment où il attaque sa peinture, Delacroix écrit à son frère « Si je n'ai pas vaincu pour la patrie, au moins peindrai-je pour elle ». Du côté des anecdotes, le tableau servit à illustrer 2 décennies du billet de 100 francs avant le passage à l'euro. Et le visage de la liberté a été utilisé sur des timbres à usage courant de la Poste de 1982 à 1990. En 1999, la liberté guidant le peuple partit pour une exposition de 5 semaines au Japon. Lors d'une escale dans le Golfe, les seins ronds de la dame durent être masqués. En 2006, le gouvernement turc a demandé à l'éditeur d'un manuel scolaire de retirer le tableau de son livre, toujours pour cause de nudité. En 2006 encore, l'État américain du Maine a décrété le tableau manquant de dignité ou indécent. Sa représentation sur l'étiquette d'une marque de bière a donné lieu à un débat très vif sur la liberté d'expression dans cet État, mais aussi dans 4 autres, dont celui de New York. L'hypocrisie, tout comme la liberté guidant le peuple, a encore de beaux jours devant elle. Et je peux peut-être finir par 2 expositions très rapidement. Controverse à la Bibliothèque nationale de France, c'est celle de Richelieu, 58 rue de Richelieu, dans le 2e arrondissement. Elle dure jusqu'au 24/05/2009. 80 photos qui ont choqué l'opinion ou déclenché des procédures judiciaires. Loin du voyeurisme, un questionnement sur les enjeux esthétiques et sociaux de la photographie, et puis aussi les Portes du Ciel au musée du Louvre, 99 rue de Rivoli dans le 1er arrondissement. Ça, c'est jusqu'au 29 juin. 350 objets pour se faire une idée précise de la façon dont les anciens Égyptiens voyaient le passage vers un autre monde. Ok, merci infiniment. Alors, on salue nos auditeurs. Salut à tous. Salut, à bientôt. Merci, au revoir. Merci Maxime, merci Frédéric, merci Jean, merci Jean-Christophe, j'en sais rien. Mais moi j'en sais toujours pas grand-chose. Mais merci à vous tous aussi. À mardi. À mardi. Salut. À mardi.